puisque j'ai été à la fois commis de l'État et élu de la République. Et en tant qu'élu de la République, puisque j'ai été député, j'ai toujours eu conscience du fait que le parlementaire était d'abord le représentant d'un grand pays. Le premier, c'est celui de la représentativité. On ne représente pas n'importe quoi, on représente la France. Et puis, la troisième mission des députés, c'est le contrôle des activités du Quai d'Orsay. Parce que les administrations sont sous le contrôle, évidemment, des assemblées. Et à cet égard, moi, je rappelle simplement qu'il y a eu cet épisode qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment souligné, de la comparution de l'OMPI devant la Cour de Luxembourg. J'y étais, nous étions un certain nombre d'assistants, nous étions venus soutenir nos amis de la résistance iranienne, et à un certain moment, à la fin d'ailleurs des plaidoiries et des explications, un des juges au tribunal de Luxembourg a posé cette question parfaitement claire. Est-ce que l'OMPI s'est rendu coupable d'attentats à l'étranger, c'est-à-dire en dehors d'Iran? Elle a posé cette question de manière extrêmement claire. C'était une femme, d'ailleurs. Et la réponse véhiculée par l'avocat, mais fournie par les conseillers techniques du Quai d'Orsay qui étaient derrière l'avocat, a été oui. Ce qui est non seulement un mensonge, mais ce qui est un crime de forfaiture. Un fonctionnaire, croyez-moi, je l'ai été, il a le droit de mentir par omission. Ça, vous ne pouvez jamais forcer quelqu'un à dire toute la vérité. Hein. Mais à dire la vérité, rien que la vérité, oui. J'ai eu évidemment à m'intéresser aux activités du service iranien, le VEVAC, dont il faut aujourd'hui parler. J'ai commis un livre sur ce sujet. Ce que je voulais vous dire au sujet du VEVAC, c'est que le VEVAC poursuit une double stratégie. C'est une stratégie, évidemment, d'intimidation et d'élimination physique des opposants, ce que font tous les services de renseignement et de sécurité des régimes dictatoriaux, tous, sans exception. C'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques. Et par conséquent, ce ne sont pas les résistants, et surtout pas la famille Rajavi qui va me contredire sur ce point, puisque vous avez, madame, payé un tribut plus que lourd à la politique de répression du régime. Donc, ça, c'est le premier élément de la politique du VEVAC. Mais le second élément, qui est beaucoup plus pernicieux, c'est celui de la désinformation. Et la désinformation, vous savez, dans notre monde, fait souvent plus de dégâts, y compris de personnes physiques, que n'en fait l'élimination physique directe. Parce que là, ce n'est pas par individu qu'on compte, mais c'est par centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes qui en deviennent les victimes physiques. Et à cet égard, le VEVAC a fait très fort, parce qu'il dispose évidemment de tout l'appareil des représentations diplomatiques, commerciales et autres, commerciales, notez bien, à l'étranger du régime iranien. Et donc, il faut être extrêmement prudent, évidemment, lorsque l'on commerce, lorsque l'on discute avec des autorités ou avec des organismes iraniens. Et s'agissant de la désinformation menée par l'Iran, elle va très loin. Et loin même, il y a un certain nombre d'organisations qui se distinguent à cet égard et qui phagocytent, influencent un certain nombre, le plus grand nombre de gens possible, pour les transformer en collaborateurs, en quelque sorte, en défenseurs de la cause du régime. Et il y a à cet égard un certain nombre de gens qui véhiculent les slogans, les idées, les opinions, les objectifs d'un régime. Et lorsque des parlementaires se mêlent d'aller dans un pays étranger, en l'occurrence l'Iran, recevoir des informations, les assimiler, les recracher et les transformer en propagande du régime, ils deviennent des agents d'influence dudit régime. Mais en tout cas, je peux vous dire que cette initiative qui a été prise
créé un comité français pour un Iran démocratique, dont je regrette qu'il n'ait pas existé lorsque j'étais moi-même parlementaire. C'est quelque chose, c'est plus qu'un geste. C'est quelque chose de très courageux. Et puisqu'on en est au geste, il faut savoir que, par exemple, quand une délégation parlementaire se rend à l'étranger, c'est une démarche à double tranchant, pour le pays qui reçoit comme pour les parlementaires. Imaginez un seul instant que les parlementaires priaient de déposer leurs empreintes digitales à l'arrivée à Téhéran. Eh bien, imaginez qu'ils aient refusé de souscrire, de se soumettre à cette obligation, qu'ils aient repris aussitôt l'avion. C'eût été un geste d'une portée considérable. Et les Iraniens, je parle des mollahs bien sûr, se seraient mordus les doigts de les avoir invités. Et ils auraient probablement regardé à 2 fois avant de le refaire. Lorsqu'on part dans un pays et qu'on a décidé de ne pas se soumettre, qu'on a décidé de faire à cet égard un certain nombre de gestes forts, de gestes sans équivoque, eh bien la manœuvre peut se retourner au détriment de celui qui l'a conçue au départ. Merci de votre attention.